Alors ce matin, on est avec le docteur David Gourion, psychiatre à Paris, donc, qui vient de sortir un nouveau livre qui veut guérir nos âmes blessées. Bonjour, docteur Gourion. Bonjour. C'est plus prégnant aujourd'hui qu'il y a, je sais pas, un an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, ou bien est-ce que c'est parce qu'on en parle plus de nos problèmes psychologiques? C'est une très bonne question et c'est les deux en fait. On en parle plus et c'est une bonne chose. Et merci d'ailleurs de faire une émission sur le sujet de la santé mentale. Je pense que c'est très important. Et puis aussi, on a vécu quand même des choses compliquées. Il y a eu ces confinements Covid, crise économique, la guerre, etc., etc. Donc on a des facteurs de stress plus une vie moderne occidentale, plein d'écrans, plein de choses qui se compliquent et peut-être que nos psychismes sont plus fragiles. Ils l'ont toujours été, hein. La dépression ne date pas d'aujourd'hui. On a des descriptions anciennes, mais oui, nos âmes peuvent être blessées. Non, mais avant, c'était tabou. Je veux dire, il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'années, aller chez le psy, c'est quand on était fou. Une dépression, allez, c'était presque un mot qu'on n'osait pas prononcer. Oui, absolument. Et là, aujourd'hui, les gens en parlent plus. Et puis, en effet, on a des statistiques, ce qu'on n'avait pas non plus aussi il y a si longtemps, qui montrent qu'on est quand même 25-30% actuellement à présenter des symptômes d'anxiété, de dépression qui peuvent être assez gênants. Et donc, c'est bien. Au fond, si on a mal aux dents, on va chez le dentiste. Aujourd'hui, on sait que si on est angoissé, pas bien, qu'on dort mal, qu'on est déprimé, on peut aussi aller chez le psy. Et il y a des nouvelles thérapies. Alors, il y a des choses qui sont assez étonnantes. Quand on parle de neurostimulation, on se met des bobines et des champs magnétiques sur la tête. Moi, je me suis dit, en fait, c'est revenir au début de la psychiatrie, à la fin du 19e siècle, quand on balançait des électrochocs. Mais c'est plus subtil que ça, hein. Alors, vous avez raison, hein, c'est pas nouveau. L'idée qu'on pourrait aller stimuler des régions du cerveau, c'est pas nouveau. Sauf qu'on va dire qu'on le faisait un petit peu de façon un peu barbare Oui. et de façon tout à fait massive. Aujourd'hui, ce sont des outils extrêmement sophistiqués et surtout, on va repérer la région du cerveau qu'on veut stimuler de façon très précise grâce à l'imagerie cérébrale. Vous savez, les neurosciences ont fait des progrès incroyables et donc on a pu sophistiquer considérablement ces outils. Aujourd'hui, surtout, ce sont des outils qui sont non invasifs. Ça n'est pas douloureux pour le patient, il ne sent rien et on a des résultats thérapeutiques vraiment intéressants. Mais au-delà des techniques, le sens de l'ouvrage, c'est de redonner de l'espoir à des personnes qui souvent l'ont perdu, en se disant, Ouais. vous savez, quand on est déprimé, on se dit que on n'en sortira pas, que Ben, on est rien dans le ne sert tunnel, on à voit pas la rien. lumière, hein. On est dans le tunnel et dire aux gens, bah, c'est comme dans d'autres domaines de la médecine, il y a eu énormément de progrès, ça a beaucoup bougé, il y a des nouvelles thérapies, faites-vous aider. Et puis je vais vous décrire un petit peu, en fonction de chaque cas, chaque situation, c'est ça un peu l'objectif. Il y a plein de pistes maintenant qui sont explorées, qui sont des pistes qu'on avait déjà un petit peu envisagées par le passé. On parle beaucoup en ce moment justement du retour de certaines substances qui sont toujours considérées comme des drogues et donc comme des produits dangereux. Je pense au LSD, à la psilocybine, enfin ces produits-là qui ont été étudiés au départ aussi et qu'aujourd'hui on remet presque un petit peu au goût du jour, pas aux mêmes doses évidemment. Il ne s'agit pas de voir des éléphants roses, mais d'en faire des médicaments qui pourraient vraiment soigner alors. Oui, absolument. Il y a depuis une dizaine d'années et encore plus les toutes dernières années, les derniers mois, des publications dans les revues les plus prestigieuses sur les effets thérapeutiques des psychédéliques, psilocybine, LSD en particulier, dans la dépression, dans les addictions, dans certains des états de stress post-traumatique. Et en fait, ce qui est absolument passionnant, ce qui nous a fait peur en disant quand même ces trucs-là, c'est quand même dangereux, ce qui est très important et pour vos auditeurs, c'est pas des choses qu'on fait tout seul dans un coin de cuisine ou dans une rave, ça marche pas et c'est dangereux. C'est en fait ce qui est très thérapeutique, c'est pas tant la prise de substance qui induit une sorte de reset cérébral, c'est tout ce qui se passe autour et l'accompagnement psychothérapie qui pendant cette fenêtre de 2 ou 3 heures, vous allez être dans un état mental tout à fait différent. Et l'accompagnement et le cadre, le set and setting et les médecins. Alors on fait pas des cérémonies chamaniques à l'hôpital, mais il y a un cadre tout à fait particulier, précis, et on est en train de mieux définir. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait encore de la recherche et du recul. On en manque encore un peu. Ouais. Quel est le cadre thérapeutique? Mais on voit des gens qui parfois étaient dans des pathologies chroniques, qui avaient résisté à tout depuis des années et des années, et qui après 1 ou 2 séances sous psychédélique présentent des rémissions. Donc ça vaut vraiment la peine que la recherche avance dans ce domaine. La question, je l'avais posée à un psychiatre un jour, je dis au fait, parfois en thérapie classique, on a un peu de mal à avancer, hein, on se retrouve parfois bloqué, on est dans un cul-de-sac. Pourquoi pas s'ouvrir un petit peu les chakras avec un peu d'ironie. Mais c'est un peu ça finalement, ce qu'on est en Mais train c'est d'essayer de exactement remettre ça. sur pied. C'est exactement ça. C'est ce qu'on en sait sur le plan neurobiologique, on ne sait pas tout, mais quand vous prenez une de ces substances, vous allez avoir un état cérébral tout à fait modifié de façon massive pendant 2 3 heures, avec à la fois l'extinction, en tout cas la modification de ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut, qui est cette façon que nous avons toujours de penser les mêmes choses. On revient toujours à un boucle.
comme le skieur, vous savez, sur les pistes, quand on va sur les pistes, on voit déjà les traces de ski. Ben, notre pensée, elle reprend toujours les mêmes trucs. Et là, d'un Et seul on coup, refait c'est les comme mêmes une boule à erreurs aussi neige. parfois, oui. Et les mêmes erreurs, et les mêmes cadres Ouais. conceptuels. C'est comme une boule à neige. Et là, d'un seul coup, il n'y a plus les pistes. C'est du hors-piste complet. Et vous faites des liens entre des choses, des personnes, des gens, des situations que vous n'auriez jamais fait sinon. Vous revoyez des personnes, parfois des personnes qui sont déjà décédées, etc. D'un seul coup, des liens incroyables apparaissent, mais ça ne se fait que si le cadre psychothérapique autour de vous est très sécurisé et très sécurisant. Ouais. Et il y a une sorte d'hyperconnectivité neuronale. C'est en train de la recherche est en train de redémarrer en Europe parce que je crois que les Suisses avaient pris un peu d'avance là-dessus. Si je m'abuse, c'est un médecin suisse d'ailleurs qui avait découvert le LSD. Absolument, les Suisses, Pays-Bas, il y a des essais aussi à Londres, il y a des essais aux États-Unis. En France, on va commencer dans quelques mois à Sainte-Anne, protocole. Donc, Oui, j'avais vu un reportage, un documentaire sur Netflix qui expliquait ça, qui était assez bien fait. Voyage aux confins de l'esprit. Je oui, trouvais ça assez fabuleux. En même temps, il faut on n'est pas là pour faire du prosélytisme non plus. Hein. Je sais qu'il y a mais voilà, ici, on parle vraiment d'utiliser ces substances pour soigner des gens et dans un cadre thérapeutique, pas pour faire du récréatif. absolument, et dans un cadre d'hospitalisation. Parce que nous, ce qu'on craint beaucoup, les médecins, les chercheurs, c'est que si c'est fait n'importe comment, et qu'il y a un seul drame, il suffit qu'il y ait un ado, un jeune homme qui prenne, parce que sous LSD, vous pouvez penser que vous pouvez voler, qui se balance par la fenêtre, la Ah, recherche est ça à referme nouveau les portes. fermée Hein. pour 50 ans. Ouais. Donc, il faut vraiment un cadre très très sécurisé. Alors c'est pas la seule fenêtre qui s'ouvre, il y a aussi une fenêtre génétique. La génétique peut aussi avoir une influence sur nos forces et nos faiblesses. Est-ce qu'on pourrait imaginer, alors on me dirait peut-être ça peut être dangereux aussi, il faut faire attention à l'eugénisme, mais qu'on puisse avoir à un moment donné une cartographie de ses forces et de ses faiblesses qui soit pas seulement physique, mais aussi par rapport à notre solidité mentale? Oui, alors c'est une excellente question et c'est vraiment pour le coup une des pistes de recherche majeures depuis un certain nombre d'années, sachant que la grande complexité, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas comme dans la mucoviscidose. Bien sûr, on sait qu'il y a des familles d'anxieux, des familles où il y a plus de dépression. Bien sûr, il y a une composante génétique, mais c'est pas un seul gène qui donnerait le trou comme dans la mucoviscidose. On sait que c'est multifactoriel complexe. Il y a des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux. Tout ça interagit. Des facteurs. L'expérience de vie Aujourd'hui, on aussi, parle hein. exactement. On parle de facteurs de vulnérabilité. C'est pas des gènes pour la maladie. C'est des gènes pour la vulnérabilité pour la maladie. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose probablement de réactivité émotionnelle. Mais la réactivité émotionnelle, c'est aussi quelque chose dont on peut faire une force. Ouais. Les artistes ont plus de réactivité émotionnelle, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une vulnérabilité vers une maladie? C'est probablement aussi plein d'autres choses qui sont en dehors des gènes, dans notre environnement. On est des êtres de lien, on a besoin des êtres humains. Et je reviens d'ailleurs, les thérapies, c'est pas uniquement une histoire de médicaments ou etc. C'est aussi ce qui se joue dans cette main tendue, dans cette personne qui vous écoute, qui vous regarde. Je crois pas qu'on puisse prendre tout seul un médicament ou de la psilocybine. Vous savez, il y a des boîtes aux États-Unis maintenant, des startups, vous pouvez commander votre kit à la maison pour traiter votre trouble anxieux. Et j'avais vu un journaliste qui avait fait l'expérience et qui disait c'était terrible, qui disait à la fin on se sent quand même terriblement seul. Et en effet, ce qu'il y a quand même dans quelque chose, ce qui est extrêmement thérapeutique, on le sait, c'est la relation humaine. Ouais, alors ça m'a rassuré sur pas mal de choses, votre livre, Docteur Gourion, mais notamment sur le fait que le cerveau est jamais au repos. Moi qui n'ai jamais compris très bien la méditation, effectivement, vous confirmez que ça gamberge en permanence, parfois ça rumine, que ça active différents circuits, et que donc, en fait, on est fait comme ça, quoi. On est fait comme ça et notre cerveau, d'une certaine façon, quand Il on est au s'arrête repos, jamais. il a une activité extrêmement intense. Si on vous met dans l'IRM en vous disant, attendez, on va pas commencer tout de suite, là vous êtes tranquille, etc., et qu'on enregistre ce qui se passe, c'est un peu une sorte de sapin de Noël à l'intérieur, hein. Ça bourdonne, ça s'allume de tous les côtés, etc. C'est ça le réseau du mode par défaut. On est sans arrêt en train d'explorer, de voyager dans le passé, le futur, d'imaginer ce qui va se passer, parfois de ruminer de façon anxieuse tous les problèmes que nous avons, hein. C'est Mark Twain, j'aime beaucoup cette phrase qui dit j'ai eu énormément de problèmes dans ma vie, la plupart ne sont jamais arrivés. Notre cerveau fonctionne comme ça, hein. C'est une machine à anticiper les dangers, à essayer de s'en prémunir. Il n'arrête jamais. Peut-être que justement l'objectif de la méditation, c'est d'apprendre non pas à arrêter parce qu'on ne peut pas arrêter, mais à apprendre à observer la façon dont ça fonctionne pour prendre un peu de recul. C'est très difficile, moi personnellement, ça marche pas tellement sur moi. J'ai pas la bonne configuration. Mais il y a d'autres outils, le sport par exemple. Ouais. On n'en a pas parlé, mais c'est aussi un outil complémentaire. Ça, par contre, sur moi, ça marche très très bien. Voilà, il y a plein Absolument. de choses à découvrir dans ce livre qui est paru chez Marabout, qui s'appelle Guérir nos âmes blessées du docteur David Gourion. Voilà, que vous vous sentiez très bien ou moins bien, c'est pas grave en fait. C'est aussi simplement la curiosité de savoir comment certaines choses fonctionnent. C'est aussi ça le moteur de notre vie d'être humain.
Écoutez, merci beaucoup j'espère que ceux qui aujourd'hui nous écoutent et sont en souffrance auront entendu qu'il y a des solutions, il y a de l'espoir.